c'est strictement personnel, hein. C'est pas du tout objectif ce que je vais dire, parce que c'est mon ressenti à moi. Je pense que déjà d'une, il y a une méconnaissance de l'allaitement. Donc en fait, les générations précédentes, c'était des pro-biberons. Attention, je ne juge pas les gens qui nourrissent leurs enfants au biberon, absolument pas. Chacun fait ce qu'il peut dans la mesure de ses possibilités. Donc ça, il faut bien l'entendre. Mais les anciens, en fait, c'était vraiment pro-biberonnage parce que à l'avènement des années 70 et de la libération de la femme, de la libération sexuelle, de la professionnalisation de la femme qui était beaucoup plus simple, qui n'avait plus besoin de demander à son mari de si elle pouvait travailler, etc. etc. En fait, les marques de biberons, ou même le corps médical, en fait, a basé l'importance du biberon sur l'importance de la liberté de la femme. Se dire, arrêtez d'allaiter, ça sert à rien. Nous, on a des boîtes de lait qui reproduisent le plus possible le lait maternel. On a des biberons, le papa peut le faire. Vous allez pouvoir aller travailler, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez sans être dépendante de vos enfants. Donc en fait, ça, je pense qu'il y a beaucoup de sa part de là. Parce qu'avant, il faut savoir qu'avant le 19e siècle, c'était que de l'allaitement en fait. Tout le temps. En fait, même en dehors de ce que ce soit naturel, déjà, il n'y avait pas forcément d'alternative, ça c'est sûr. Mais les nourrices portaient le nom de nourrice parce qu'elles nourrissaient les enfants. Elles nourrissaient pas les enfants à la cuillère ou avec des plats solides, mais les nourrissons, elles les allaitaient en fait. C'était pas les leurs, mais elles les allaitaient. C'est pour ça qu'on appelait ça des nourrices en fait. Faut savoir que par rapport à ça, par exemple, moi, ma femme qui allaite, donc qui produit toujours du lait, peut allaiter n'importe quel enfant qui est en âge d'être allaité. T'as pas besoin d'être, c'est pas exclusif. C'est pas exclusif. En fait, il y a un reportage qui est en ce moment sur Netflix qui est hyper intéressant, qui va un peu dans la même optique du projet moi que je vais faire par la suite, mais qui est beaucoup plus centré sur le scientifique, en fait, qui explique que les hormones féminines, donc quand tu allaites en fait, ton lait s'adapte aux besoins de ton enfant, à l'évolution de ton enfant, mais en fait de l'enfant en général. C'est-à-dire que demain, toi tu as un bébé de 3 mois, tu allaites un bébé de 6 mois, qui va pas forcément avoir les mêmes besoins, en fait automatiquement en fait ton corps il va adapter le lait en fait. Automatiquement. Le corps humain est super bien fait. Mais c'est un truc de fou. Et donc tu peux allaiter n'importe qui en fait. N'importe quel enfant peut être allaité. C'est pour ça que par exemple il y a des comment on appelle ça, c'est des lactariums. En fait c'est des endroits où les mères qui ne peuvent pas allaiter en fait vont récupérer du lait maternel de femmes qui ont des surplus de lait. Ouais. Alors ça c'est pareil. En fait, il y a beaucoup d'incompréhension, enfin de non connaissance en fait de ça. En France, on est les spécialistes de ça. On est les spécialistes on va vous dire quoi faire et quoi penser, mais en fait on connaît pas tant que ça en fait les choses. Et par exemple le lait, quand on dit à une femme qui vient d'accoucher, moi ça arrivait à ma femme, à ses 2 premiers enfants, parce qu'on est une famille recomposée, donc en fait elle a 2 grands qui sont d'une première union, et ensuite on a nos enfants. En fait on lui a dit, elle avait une trop petite poitrine, on lui a dit vous n'avez pas assez de sein, en fait vous n'allez pas pouvoir allaiter. Ça c'est faux, c'est entièrement faux, parce que là ça fait 1 an qu'elle allaite notre fille, comme quoi c'est possible en fait. Sans problème. En fait, vous ne produisez pas assez de lait. Alors il y a du vrai et du faux. Il y a du vrai dans le sens où il y a plein de paramètres en fait autour qu'il faut prendre en considération. Le facteur stress, l'alimentation, le cadre de vie, etc. qui fait que ta production d'hormones n'est pas assez importante pour en fait engranger la création du lait en fait, c'est la lactation. Mais en fait n'importe qui peut allaiter. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'on peut pas, c'est pas parce que tu as des petits seins ou des gros seins que tu vas mieux allaiter, etc. Ça, c'est pas vrai. En fait, c'est plus tu vas faire téter, plus tu vas produire. Dès que tu commences à allaiter, une fois que c'est parti, vraiment. C'est comme si tu ouvrais un robinet, à force de tourner la molette, et t'as du débit et t'as ce qu'il faut. L'allaitement, c'est pareil, naturellement. Après, bien évidemment, comme j'ai dit, il peut y avoir des facteurs à côté qui font que elles ne peuvent pas allaiter, elles ne peuvent pas produire assez. Il y a plein de facteurs après à prendre en compte. Mais sans facteurs environnementaux, etc., tout le monde peut allaiter. N'importe quelle femme peut allaiter.
Et ça, c'est important de le savoir. C'est pour ça que, en dehors de mon projet photo, en fait, je vais faire donc une série documentaire liée à l'allaitement en fait, maternel, avec la participation de la Leech League par exemple, qui est une association à la promotion de l'allaitement. C'est international, elle est présente dans une soixantaine de pays. Et en fait, parce qu'il y a énormément de méconnaissance de l'allaitement, que ce soit nous en tant que personne, mais aussi énormément dans le personnel médical, mais vraiment, vraiment énormément dans le personnel médical. Le personnel médical, pour un enfant qui va trop pleurer entre guillemets à la naissance, en fait automatiquement, ou s'ils prennent mal le sein, automatiquement ils vont lui dire bah vous lui donnez le biberon. Non, faut pas, absolument pas. Il y a les risques de confusion. S'il prend le biberon, il va plus reconnaître le sein et il ne prendra plus jamais le sein. Eux, ils pensent pas à tout ça, ils sont mal formés en fait à ça. Parce que leur éducation médicale est comme ça. Il faut savoir que dans un cursus de médecin, donc on ne parle pas spécifiquement de ceux qui travaillent en maternité. Dans l'éducation d'un médecin, l'allaitement maternel, la maternité, c'est 2 jours de formation sur 7 ans. C'est 2 jours. Alors concrètement, dans les pays occidentaux, on a un gros problème là-dessus. Mais vraiment gros. Sauf dans les pays du Nord, encore une fois. Les Pays-Bas, la Suède, la Norvège, etc. qui ont une vision qui est totalement différente. Mais pour tout, de toute façon, on sait que pour énormément de choses, ils sont énormément en avance. Nous, les pays occidentaux, on a beaucoup de problèmes avec ça. Même la vue de l'allaitement, parce qu'en fait, on est dans une sexualisation du sein. Et en fait, c'est ça le problème. C'est qu'on est dans une sexualisation. En Orient, on va en Afrique, on va en Afrique, une maman qui allaite ses enfants, c'est normal. On en voit partout en Afrique. On va vraiment, je parle même pas des pays d'Afrique qui sont, je parle même de l'Afrique du Nord, le Maghreb, toutes les mamans elles allaitent. Et elles allaitent leurs enfants tant qu'ils allaitent en fait, tant qu'ils veulent être allaités, ils sont allaités. On va en Afrique, je sais pas, le Ghana, le Mali, tout ça, ils sont allaités, mais H24. Quand je vois pareil sur les pratiques d'éducation, on parle beaucoup en ce moment du portage, l'écharpe de portage, etc., de préserver le lien physique avec le contact avec son enfant. Ça fait que quelques années qu'on en parle vraiment beaucoup, que c'est médiatisé, etc. On va en Afrique, mais en fait ils sont portés tout le temps. Tout le temps, ils sont baladés tout le temps partout comme ça. Nous on est hyper en retard et il n'y a pas que chez nous, l'Espagne c'est pareil, l'Italie, le Portugal, ouais, même les États-Unis. Les États-Unis ils sont moins en retard que nous. Ils sont moins en retard que nous mais ils sont quand même en retard. Mais nous on est en Europe, la zone Europe, on est en retard énormément. Là-dessus c'est affolant. Et puis il n'y a pas de support, il n'y a rien. Quand j'ai voulu, donc une fois que j'ai fait toutes mes photos, quand j'en parlais avec ma femme, donc Mélodie, avec qui en fait je vais réaliser la suite du projet, beaucoup, donc qui est aussi une de mes modèles dans mes photos forcément, et ben en fait on a commencé à regarder, voir si ça existait d'autres, juste des reportages, même pas des documentaires, juste du simple reportage sur l'allaitement. Il y en a, hein, mais c'est comme ça, hein, il y en a pratiquement pas, hein, c'est pratiquement inexistant. Alors que c'est quelque chose qui est hyper important, et le peu de reportages un peu longue durée qui existe, c'est que du médical, c'est vraiment médical, alors que l'allaitement c'est pas que du médical, ça apporte énormément de choses en fait, mais vraiment pour le développement de l'enfant, pour son développement que ce soit émotionnel, même cérébral, hein, c'est charnière en fait, hein, sur une maternité, c'est charnière l'allaitement, vraiment. En commençant à réaliser ce documentaire en fait, où je me suis aperçu qu'en dehors de l'allaitement, il y a plein de choses qui sont soit pas bien comprises, soit où la transmission n'a pas été faite correctement. Par exemple, le portage c'est très bien, c'est vraiment quelque chose qui est génialissime. Tu parlais de laisser un enfant dans un parc, en fait ça dépend sous quelles conditions. Par exemple, nous on fait ce qu'on appelle de la motricité libre, c'est-à-dire notre fille elle est petite, maintenant elle se déplace à 4 pattes et tout, même debout en se tenant elle marche, etc. Mais au tout début, en fait c'est même recommandé de les laisser comme ça en fait.
les laisser dans une zone sécurisée. Donc le parc c'est plutôt le bon endroit parce que c'est quand même barriéré. Donc d'être avec eux et en fait de les laisser se débrouiller entre guillemets. Oui, comme non, mais c'est sûr. Mais en fait, c'est dans le sens quand je dis se débrouiller, c'est de les laisser essayer de se retourner, de gesticuler comme ça, d'essayer de se déplacer, etc. C'est hyper important pour eux pour le développement. D'ailleurs, dans le reportage que j'ai vu, il y a un truc qui nous a vachement étonné par rapport à ça. C'est les bébés dès la naissance, en fait, à 24 heures de leur vie, en fait, ils savent se déplacer. Ils se déplacent déjà en fait, ils se déplacent à quatre pattes, c'est juste qu'en fait ils ont le poids de la tête qui fait un tiers de leur corps, du poids de leur corps. Ils sont pas aptes à la maintenir, donc en fait on voit ils bougent pas beaucoup. Mais en maintenant leur tête en fait on voit qu'ils se déplacent en fait, vraiment vraiment. Donc en fait c'est important de faire ça, la motricité libre c'est quelque chose d'hyper important. Le portage c'est hyper important, le portage paternel aussi c'est hyper important. D'aller faire de la motricité libre avec sa fille, moi c'est ce que j'adore ça. C'est hyper important de vraiment s'investir là-dedans et enfin voilà, il y a plein de choses quoi. Ouais, plus en confiance, qui va avoir un sentiment de sécurité beaucoup plus important, donc qui va se sociabiliser plus facilement. En fait, il y a plein de choses qui va s'en découler, qui va être beaucoup plus curieux, qui ne sera pas renfermé sur lui, qui va pouvoir mettre des mots sur ses émotions. Aussi ça c'est hyper important parce que les petits, les bébés vu qu'ils ne peuvent pas parler en fait ils ont beaucoup de frustration émotionnelle en fait parce qu'ils ne se font pas ils n'arrivent pas à se faire comprendre. Eux savent ce qu'ils veulent dire mais ils ne peuvent pas se faire comprendre. Ouais, alors nous on fait, ça se fait de plus en plus. Nous notre fille on le fait avec elle en fait, on l'a fait signer donc manger, changer la couche, dormir, etc. Donc ça évite beaucoup de frustration et en fait ça leur permet de se sentir compris et donc ils arrivent plus facilement à verbaliser après les choses. Quand ils vont grandir, à verbaliser leur frustration, à gérer leur frustration, à gérer quand ils vont pas bien, quand ils vont bien, c'est des choses qui leur plaisent pas, qui leur plaisent, c'est hyper important. Il faut arrêter de stigmatiser l'enfant en disant un enfant c'est un enfant. Un enfant c'est un être humain à part entière qui a des émotions, qui se fait comprendre au mieux de ses possibilités parce qu'il n'a pas tout notre langage et toute notre facilité d'expression. Et donc c'est tout ça mélangé, c'est hyper important pour lui, pour son développement. Et pas que pour lui, pour les parents aussi en fait. C'est hyper important pour les parents parce qu'on se développe en tant que parent également. On grandit en tant que parent parce qu'on voit l'évolution de notre enfant et tout ce qui dégage en fait, ça rejaillit sur nous en fait en tant que parents. Les frères et sœurs, impliquer les enfants, ses frères et sœurs, c'est hyper important. Nous, nos enfants sont hyper impliqués dans son éducation, dans son évolution. Enfin, tout ça c'est de la bienveillance en fait, c'est complètement ça en fait. On est complètement là-dedans et c'est ce que j'essaye de montrer dans tout ce que j'entreprends face à ce projet-là, à ces photos, aux docus que je vais faire dans la suite. C'est vraiment ça en fait, c'est vraiment ça, la bienveillance éducative et c'est pas que de l'éducation quoi. C'est plein de choses à côté, ça en découle de plein de choses en fait. Donc voilà. Alors en fait les photos, donc elles vont être exposées, j'ai pas de date encore précise, je pense peut-être en m'avançant un petit peu que ce sera courant avril, le temps de mettre en place l'exposition. J'aimerais qu'elle soit itinérante, donc vraiment j'aimerais exposer même dans des lieux où les mamans se déplacent comme des maternités ou même des zones d'échange entre mamans, ça se fait beaucoup. Des endroits où elles se rencontrent, etc. pour parler de leur allaitement, de l'éducation des enfants, de plein de choses, ou juste pour prendre un temps entre mamans et rigoler et voilà, et que les enfants puissent se voir, j'aimerais bien. Voilà, j'aimerais exporter cette expo-là vraiment le plus possible. Et en fait, parallèlement à ça, en fait, donc c'est la réalisation du documentaire lié à l'allaitement, en fait, une série de documentaires liés à l'allaitement. Alors en fait, je vais les tourner à partir du moment où l'expo va commencer, vraiment. Je vais commencer à tourner à ce moment-là. Comme ça, le temps de l'itinérance de l'exposition, ça me permettra de tourner petit à petit, parce que j'ai quand même mon métier à côté. Il faut quand même que j'honore ce que je fais. Donc ça, c'est vraiment en plus, même si j'aimerais pouvoir me faire que ça, me dédier complètement à cette série documentaire. Mais pour l'instant, je m'autoproduis, donc tant que j'ai pas de production, je peux pas le faire. Donc je vais faire au compte-gouttes. Mais ouais. Et donc ouais, là, on va commencer là dans l'année en fait. Donc on va partir sur un tournage d'à peu près au mieux 9 mois, 9-10 mois à peu près de tournage.
Non, en fait, ça va être une série documentaire. En fait, ça va être plusieurs épisodes, donc 8 à 10 épisodes, d'à peu près 40 minutes par épisode, 45 minutes par épisode. Ouais, pour la première partie. Parce que au vu des retours qu'on a, que ce soit des mamans qui travaillent avec nous, parce que bon, elles travaillent avec nous concrètement, hein, elles sont hyper impliquées dans ce projet-là. Toutes les mamans que j'ai pris en photo, les retours que je peux avoir des gens de l'extérieur, en fait, ils sont hyper demandeurs de plein de choses. Et en fait, il y a tellement de choses à dire et pas assez de temps pour filmer que on partira peut-être sur encore autre chose après dans la suite.